des Superfluides Anonymes où on est un petit peu dissipé aujourd'hui, je crois. Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas le chef Damien. L'alcool aussi. Hein. Mais non, on boit de la bière au beurre, il n'y a pas d'alcool. La bière au beurre transparent. Bon, alors taisez-vous. Et donc, bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui on a décidé de vous parler des fantômes. Super, donc comme d'habitude, quelle équipe horrible. Comme d'habitude, on va vous parler d'œuvres qu'on aime bien, jeux vidéo, films, livres, BD, musique, tout trucs, on verra, parce qu'un jour on improvisera. Et du coup, je vais proposer à Johan de démarrer. D'accord, je démarre. Ouais. Ok. C'est parti. C'était prévu, mais c'était pas prévu en fait. C'est ça. Moi je vais avec pas une BD pour une fois, mais un film. Ça change. Abîme. Du coup, il y avait des brefs du Chant du Loup, il y a pas si longtemps. Et que j'aime beaucoup les films de sous-marins. C'est un film de sous-marin aussi. C'est un film de sous-marin, Abîme, Below en anglais. Je crois qu'on parlait de fantômes. Alors il y a un petit lien. Ok. C'est un fantôme sous-marin. Ok. Qui a été présenté à Gérardmer. Ouais, sélection Festival. 2003, réalisé par David Towie, alors comme c'est bien marqué, par le réalisateur réalisateur de Pitch Black, Riddick, les chroniques de Riddick, il a fait toute cette saga. Ouais. Il a fait notamment The Arrival, pas Arrival mais The Arrival, Ok. un film d'invasion extraterrestre vraiment chouette. Ça me dit un truc. Alors en fait sa carrière s'est un peu arrêtée, j'ai l'impression, mais tout ce qu'il a fait j'ai un peu suivi, un peu d'ailleurs par... J'étais pas Hasard. conscient en fait, Ouais, par ouais. hasard Ouais. en fait, je me suis rendu compte. Et j'aime un peu toute sa filmographie. Du coup, Abîme, pendant la Seconde Guerre mondiale, on suit l'équipage d'un sous-marin américain qui, lors de naufrage d'un navire anglais, un bateau médecin en fait, qui vient d'échouer, ils vont recueillir 3 personnes rescapées en fait, dans ce sous-marin américain et ils vont commencer par être pourchassés par un destroyer allemand. D'accord. Donc on est vraiment dans le film de guerre en fait. C'est vraiment un film de sous-marin, un film de guerre, il y a tous les codes de ce genre de récit qui sont présents. Sauf qu'au fur et à mesure, il n'y a pas que ça, c'est aussi un récit d'épouvante. Alors je veux pas trop en dire pour justement garder le À l'intérieur film. du sous-marin, en gros, il y a un genre de huis clos du coup. C'est un huis clos, et la menace qui plane en fait de ce destroyer allemand, apparemment ça vient pas que de lui. Il y a des éléments surnaturels, fantastiques. Alors après, tout au long du récit, justement, il joue vraiment avec cet aspect-là si c'est vraiment du réel, si on est passé dans un autre... ça fait partie surnaturelle, ou c'est extrêmement bien mené, en fait, c'est de la série B, hein, on est vraiment dans cet esprit-là, mais c'est extrêmement bien raconté, bien foutu, les personnages, la plupart des acteurs, en fait, c'est des habitués, des seconds rôles, en fait, qu'on a l'habitude de rencontrer, notamment il y a Jason Fleming qui a maintenant une carrière un peu plus grandissante, on va dire. Il y a même Zach, alors j'ai j'oublie toujours son nom, Zach Galaganafas. Voilà. Et tout alors en plus il joue vraiment l'aspect où il y a les mines sous-marines qui explosent, donc il y a vraiment le côté film de guerre où il y a toujours l'impression de ce sous-marin qui va exploser. Et des menaces en fait plus fantomatiques en fait. C'est explicite, le côté fantastique, c'est vraiment comment dire, Il y a des effets spéciaux. Non mais sans qu'il y ait des effets spéciaux. Alors, il le montre vraiment ou ça reste diffus? C'est totalement diffus en fait. Il gère ça super bien. Ouais. C'est vraiment des petits éléments. C'est même du. On est vraiment dans le film d'épouvante et dans le film de guerre, même s'il y a tous les codes vraiment quand même plus du film de guerre à la base. D'accord. Mais il y a aussi tous ces petits codes, un petit bruit par là, notamment il y a un tourne-disque en fait dans ce sous-marin et une chanson qui revient en boucle qui démarre et sans que personne ne fasse rien. Donc c'est des petits éléments typiques de ce genre de récit. Moi je trouve le film vraiment réussi en fait. Il a vraiment une patte et il sait gérer l'attention de ce genre de petits récits. Ça a l'air intéressant du coup de gérer cette menace qui est à la fois extérieure et intérieure finalement. J'imagine que ça doit un peu jongler entre les deux. C'est ça, ouais. Sachant qu'en plus, on se prend très rapidement d'amitié en fait avec l'équipage. Et puis il y a ces 3 Britanniques qui sont un peu mystérieux parce qu'ils avaient. J'imagine que c'est d'eux que vient un peu le côté fantastique. Voilà, il y a une mission. Alors, oui, pas que. D'accord, ok. Parce qu'il y a eu une attaque, il y a eu des morts, il y a plein d'éléments qui sont mis en place et qui sont vraiment bien orchestrés. Moi, c'est une petite découverte. Des fois, je l'ai un peu oublié, je me remets à le regarder.
2003. 2003 Ouais, c'est un peu vieux. truc en plus. Même pour info, parce que du coup j'ai lu quelques informations dessus. Le co-scénariste avec David Toy, c'est Darren Aronofsky. ouais, d'accord. La petite anecdote C'est apparemment, maintenant que t'en parles. qui aurait dû réaliser le film apparemment. Ok. Il a prévu de faire Requiem for a Dream, c'est con. Ah ouais. Ok. Il y avait autre chose à faire. Marrant comme Ouais, c'est Non, mais ça a l'air cool. surprenant. Parce que moi, c'est vrai que je ne connais pas du tout, mais après, le réalisateur, c'est lui aussi qui a fait le tout dernier Riddick. Apparemment, il a fait les trois, ouais. Parce que moi, j'avais beaucoup aimé les Pitch Black et le premier Riddick qui était Les super chroniques, cool. ouais. Le récent là, des années 2010, Oui, je oui, crois, quand il est sorti. Là. ouais. Je l'avais pas trouvé exceptionnel. Mais après, apparemment, sur les dernières années, tout ce qu'il a fait, c'était un peu la saga Riddick. Il y avait même apparemment. Oui, c'est vrai qu'on entend voilà, il était toujours un peu lié à tout trop parler de lui, quoi. Ah, mais après 2013, plus rien. Voilà. C'est... Ok. D'accord. Bon, cool. Merci, Voilà, Yoann. voilà. Parfait. Guillaume, t'as envie de parler? Ah, c'est à moi. Ok. Bah d'accord. ouais. C'était pas prévu, mais. Mais arrête de dire Pourquoi pas, rien on- n'est prévu. Bah, C'est super si, fou. pourquoi pas. Alors moi je vais vous parler de Ghost Trick, détective fantôme. Il met l'accent. Et alors c'est un jeu qui a été réalisé par Shu Takumi, et Shu Takumi c'est quelqu'un qu'on connaît un peu mieux pour la série des Ace Attorney en anglais, ou on appelle Phoenix Wright en Phoenix français. Ah. Donc, En Occident, Phoenix Wright en Phoenix Occident. Wright, donc ils sont des jeux un peu bizarres qui mixent du visual novel et du jeu d'avocat. Donc Ouais, alors, c'est- vu comme ça va pas l'air méga fou, mais Phoenix Wright, moi, c'est cool. moi j'y croyais pas du tout au début. Ouais, Puis quand j'ai commencé, j'ai passé 4 heures dessus non-stop, j'ai pas vu le temps passer, enfin, tellement c'est fou quoi. Et c'est vraiment des jeux qui sont, je sais pas, à la fois épiques et à la fois très, très basés sur le dialogue en même temps, qui font intervenir une série en fait, de personnages complètement loufoques, donc c'est à la fois drôle et vraiment prenant quoi. Et ce jeu il est vraiment dans la même veine. Mais dans une thématique beaucoup plus différente. En fait, on va incarner un fantôme, du coup. Et on commence le jeu, en fait, on se rend compte que le fantôme ne se souvient plus de... Il voit son cadavre, donc il sait qu'il est mort, mais il ne se souvient plus qui il est, il ne se souvient plus de son histoire. Donc c'est un peu un artefact, enfin, comment dire, un artifice scénaristique un peu classique, quoi. Mais donc du coup, on est forcément en plein milieu d'une espèce d'intrigue complètement qui va aller vraiment jusqu'à, je sais pas, c'est à l'échelle du pays quoi, c'est une espèce de complot national forcément quoi. C'est pas n'importe qui. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas, comment dire, c'est pas simple quoi. Et donc en fait, on est un fantôme, mais au lieu de posséder des gens, en fait, là, on possède des objets. Et en fait, donc c'est dans un environnement 2D, et en fait, on peut passer en fait d'un objet à l'autre. Et avec ces objets-là, en fait, on peut, selon l'objet, on va pouvoir leur faire agir. Par exemple, si on a une lampe, on va pouvoir l'allumer ou la faire tourner ou ce genre de trucs-là. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est que c'est fait par petites scénettes. Et en fait, on a une scénette où tu as, je sais pas, par exemple, sur 2 minutes, il va se passer en temps réel certains trucs. Et en fait, sur ces 2 minutes-là, en tant que fantôme, toi, tu vas pouvoir en fait passer d'un objet à l'autre. Il va falloir que tu interagisses en fait sur les événements qui se passent pour les changer. Par exemple, tu auras des personnes à sauver, tu auras des trucs à faire pour en fait pour progresser dans l'aventure. Et on retrouve vraiment ce côté personnage complètement loufoque, absurde, hyper drôle, mais vraiment poussé à l'extrême. C'est vraiment hyper japonais quoi. Enfin, tu t'attends pas à autre chose que ça quoi. Et c'est avec un scénario qui est hyper empoulé, qui va avoir, comme dans les Phoenix Wright, énormément de retournements de situation, mais tout le temps hyper épique, avec une musique absolument géniale. Enfin, c'est de la musique, c'est sorti sur Nintendo DS, donc ça a 10 ans, c'est une vieille console, c'est sorti aussi sur tout ce qui est iPhone et compagnie, donc potentiellement aujourd'hui, c'est là-dessus que ça va être le plus facile de trouver, quoi. Mais il y a vraiment un côté musique un peu cheap, mais hyper prenante, hyper enthousiasmante, quoi, qui te donne envie de poursuivre, quoi. Au fur et à mesure, tu atteindras de nouveaux pouvoirs, tu pourras remonter dans le temps, pouvoir changer en fait ce qui se passe en remontant dans le temps. Et il y a vraiment un côté, je sais pas, hyper pop, hyper punchy, que je trouve vraiment bien. C'est pas du tout horrifique, pour le coup, ça parle de fantômes, mais c'est plus drôle que flippant. Et du coup, ça participe au gameplay, quoi. Oui, complètement. Fantôme, c'est vraiment le fantôme, mais en tant qu'esprit frappeur. Et il y a un côté un petit peu farceur, mais farceur pour la bonne cause. On va se retrouver dans des milieux, dans des univers complètement différents en fait, d'un moment à l'autre, où on va essayer d'être dans un appartement à sauver une fillette, ou alors on va se retrouver dans une prison à essayer de sauver un détenu. Enfin, souvent, les scénarios, c'est essayer de sauver quelqu'un qui va se faire tuer en fait, au dernier moment, quoi. Et le scénario est un peu tiré par les cheveux, mais au fur et à mesure,
on va finalement apprendre qui on est. Enfin, Mhm. c'est un petit peu. La finalité, c'est quoi? C'est de retrouver qui t'a tué? Bah, c'est un peu de retrouver qui tu es, Ouais. qui t'a tué, Ouais. et pourquoi. D'accord. Et mais au final, il y a un peu ce côté. En fait, au début, tu sais pas qui tu es et tu vas vouloir sauver quelqu'un, mais un petit peu en mode gratuit, quoi. C'est-à-dire, bah voilà, c'est un peu le héros. Ben voilà, je cherche même pas à comprendre. Il y a quelqu'un qui est en détresse, bah, je cherche à le sauver, quoi. Ça a l'air un petit peu cucul à praline comme ça, mais au final, c'est tellement bon esprit, en fait, tellement, je sais pas. La musique donne vraiment tellement envie de sauver la personne et de continuer dans l'aventure que ouais, je sais pas, c'est très agréable, quoi. Et ça a l'air trop bien. ouais, franchement, moi c'était une très bonne surprise parce que c'est un jeu que, en plus, au moment où il est sorti un petit peu de nulle part. Il avait pas du tout, enfin moi en tout cas, je l'avais pas vu venir. Il avait pas vraiment été annoncé avant. Et c'était une espèce d'artefact au milieu d'une grosse série, parce que Ace Attorney, il y a quand même au moins 6 ou 7 épisodes avec des spin-offs, avec des mix avec d'autres séries, genre il y a une mix avec Detective Layton, qui est Professeur Layton. Professeur Layton, ouais, qui est c'est pas forcément le meilleur épisode de la série, le crossover est un peu bancal. Mais ils ont fait aussi un épisode au moment au 19e siècle, dans l'histoire du Japon, qui est sorti qu'au Japon, malheureusement. Ils avaient fait un truc comme ça, ouais. Mais voilà, le truc est sorti de nulle part dans un univers complètement différent, et en fait, ça te donne vraiment envie que ce mec-là, il fasse d'autres choses, quoi. Parce que tu sens que... Ouais, et voilà, quoi. Donc un appel à... Comment il s'appelle? Shutakumi. Shutakumi. Il faut que tu fasses Onegai shimasu. Voilà. Exactement. Ouais. Ok, ça marche. Mais c'est vraiment un jeu d'aventure. Non, c'est moins visual novel que. C'est vraiment que t'es tout le temps dans le gameplay. Phoenix Wright, c'est vraiment visual novel. C'est que il y a beaucoup de dialogue, lecture. Voilà, c'est ça. Tu lis et puis tu essaies de démêler l'intrigue. L'action passe par le visuel et par la musique en particulier. C'est très punchy de ce côté-là. Mais là, t'as vraiment. Mais en termes de gameplay, c'est juste des dialogues, c'est juste sélectionner des preuves, de ce genre de trucs là. Alors que là, c'est vraiment tout le temps essayer de se déplacer, parce qu'en plus, tu peux pas non plus. En fait, tu peux te déplacer d'un objet à un autre, mais il faut pas qu'il soit trop éloigné. Et si c'est trop éloigné, en fait, il va falloir que tu trouves un moyen de rapprocher l'objet ou de faire bouger ton propre objet. Et en fait, c'est ça qui est assez marrant dans le jeu, c'est qu'il y a des nouvelles mécaniques qui interviennent assez régulièrement, et en fait, ça permet en fait de rehausser l'intérêt à chaque fois, parce qu'il y aura toujours des choses différentes, des façons d'interagir différentes avec le jeu qui vont le rendre plus intéressant et tout le temps un petit peu original. Tu vas pas faire tout le temps la même chose, quoi. Ouais, ça. Trop bien. Voilà, c'est trop bien. Je le conseille fortement. Merci pour le conseil. Parfait. Avec plaisir. Du coup, Samuel, tu voulais nous parler de musique, de musique, il paraît. Je suis le spécialiste de la maison. Ouais. Bon, je suis. Ouais, c'est moi qui m'en occupe. Ouais. Bon, bah alors aujourd'hui, on va parler d'Astuce. Donc de fantômes. Oui. On va parler d'un mec un peu fantomatique. Ouais, voilà. Donc, groupe Fantôme, voilà, c'est ça, puisque premier album en 15 ans. Attends, là j'ai un truc qui me vient. T'aurais pu parler de Camille, parce qu'au début de son nouveau concert, elle se met sous un drap comme ça. Ah, elle fait le fantôme. Ouais, non. Pardon, je t'ai coupé au début de ton intro. C'est ça, tu m'as détruit mon intro là. Une intervention en plus, tu sais, elle chante le lait, tu sais. Et voilà, voilà, vas-y, non mais à toi. Que dire après ça? Que dire après ça? Alors, je savais pas trop de quoi parler au début. J'aurais pu parler de Camille. J'aurais pu parler de Camille, j'aurais pu parler de Ghost, le groupe de heavy metal. Mais évidemment. Mais non, parce que c'est superflu, on n'est pas mainstream, on n'écoute pas ce genre de conneries. On écoute des trucs underground que personne ne veut écouter. Et surtout des groupes qui ne font pas parler d'eux, qui sortent des albums au bout de 15 ans sans crier gare, ils sortent des fourrés comme ça, et puis ils sortent un album, ils repartent sans rien dire, sans promo, sans publicité, sans rien du tout. Donc on parle de Drastus, nouvel album, La Croix de Sang. N'essayez pas de trouver le titre sur la pochette, il n'y est pas. C'est pas le titre de l'album, c'est une citation latine, voilà, je sais plus c'est quoi que ça veut dire, mais voilà. La Croix de Sang, donc nouvel album de Drastus, groupe français, groupe formé dans les années 2000, si je dis pas de bêtises, au début des années 2000, qui n'avait jusqu'à présent qu'un album à son actif. Un album qui, je dois dire, est pas exceptionnel. C'est-à-dire que moi, c'était pas trop ma cam, ce premier album. Tu veux dire qu'ils ont fait un album en 15 ans? Alors, ils ont sorti un premier album, non, je sais plus, ça va être 2002 ou 2003, quelque chose comme ça. Il y a peut-être eu des démos avant, mais pas tellement officiel. Ensuite, il y a eu des EP qui sont sortis. Le dernier EP en date de
2009. Donc la dernière sortie officielle du groupe, elle date d'il y a 10 ans. C'était un EP qui s'appelait Serpentialis Materia Prima. Voilà. Qui est un album, enfin un EP, 4 titres si je dis pas de bêtises, exceptionnel. Que moi je trouve absolument génial. Dans la veine du black metal à la française, un petit peu de cette époque-là, avec c'était un peu l'arrivée d'Espel Omega. Donc dans le paysage musical français, on va dire, du black metal. Moins fantomatique d'Espel Omega, un petit peu plus sur le devant de la scène, même s'ils font pas non plus trop de promos quand ils font des sorties, mais c'est chez le même label, voilà, donc chez Norma Evangelium Diaboli, si je dis pas de bêtises, voilà, label français. Donc premier album en 15 ans, première sortie depuis plus de 10 ans maintenant, donc on était tous très contents, moi en particulier quand j'ai vu, dis donc, sort un nouvel. Très belle pochette, ce bleu électrique est assez magnifique, et bleu royal. Que le chef ne verrait pas. C'est ça, voilà, le chef est en train de le dire, ne pourrait pas le discerner, il verrait du gris, il dirait qu'est-ce que c'est que cette pochette de merde. Voilà, donc non, très sortie inattendue, donc pour un groupe fantomatique. Et ça valait le coup, du coup. Ça valait sacrément le coup. Ça valait le coup d'attendre, parce que alors on est on sort pas des sentiers battus. On est sur quelque chose d'attendu entre guillemets, de connu, parce que par rapport à l'EP qui était sorti en 2009, on a les mêmes bases en termes de structure, en termes d'approche musicale, même de composition. Et de production, alors c'est du black metal, mais c'est pas du black metal entre guillemets classique. Ça va être du black metal qui se rapproche plus de tout ce qui est d'Espel Omega, du black metal un peu à la française. Ça veut dire quoi du black metal à la française, du coup ? Assez hautain. Il y a un côté un peu méprisant. On cherche à faire du post-black metal. Non, c'est pas du post-black. Là, on n'est pas dans le post-black, on n'est pas dans donc on fait du classique quand même. Voilà, on n'est pas dans ces mouvances un peu à la mode qu'on retrouve dans le black, tout ce qui est mix avec du shoegaze ou avec tout ce qui est post ou hardcore ou des trucs comme ça. On est vraiment sur du black metal dissonant, du black metal violent, mais c'est une violence, religieuse, mystique. On n'est pas dans une violence brutale. C'est quasiment mélodieux en fait. Alors non, justement, on est dans une dissonance, mais c'est pas une dissonance qui est constamment là. C'est une dissonance qui va être là par petites touches et qui est suffisamment intelligente pour savoir quand se faire entendre et quand se mettre un petit peu en retrait. C'est un album qui est particulièrement intéressant parce que finalement, il prend un peu par surprise. Parce qu'on est sur des sentiers connus, on est sur c'est des choses, enfin c'est des thématiques musicales qui sont connues maintenant depuis un paquet d'années et qui sont assez abordées, mais finalement c'est assez, il prend un peu à revers sur la qualité des compositions, l'intelligence qu'il va y mettre. Il y a un gros travail sur la batterie, ce qui est pas une mauvaise chose parce que sur les albums précédents, sur les sorties précédentes, c'était pas trop ça. La batterie, le premier album, je crois, même la batterie, si je dis pas de bêtises, ça devait être une boîte à rythme. Il y avait même des morceaux où il y avait très peu de batterie, enfin, c'était pas tellement ce qui était. Voilà. C'était un peu dommage. Le EP qui était sorti il y a 10 ans, il y avait un côté très hypnotique, très lancinant dans les compositions, ce qui était moi qui m'a particulièrement intéressé. Il y a un côté presque monacal, c'est un peu une ascèse du black metal quoi. Il y a un côté très il est tout seul donc on va dire le moine dans son coin il y a un seul mec qui s'appelle son pseudonyme est Drastus. Voilà, c'est pas Drastus qui joue dans Drastus. D'accord. Moi comme ça c'est pas compliqué. Le mec s'emmerde pas la vie. Et puis c'est un mec qui est assez peu qui est pas du tout qui a pas d'image publique, qui est peu connu, à part j'imagine les gens qui le connaissent en direct, on va dire. Il fait des concerts, le gars Non, il n'y a pas de concert, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de... Il y a rien. D'accord. Il n'y a rien, il n'y a pas de... À ma connaissance, il y a une photo de lui qui date même pas de l'époque où il a fait Drastus, mais qui date de l'époque où il avait un groupe avant ça. Mais c'est quelqu'un qui a a priori jamais joué dans beaucoup d'autres groupes à part celui-ci. C'est vraiment
son groupe à lui, celui-là. Du coup, comment tu l'as découvert en fait? Alors moi je l'ai découvert, à l'époque parce que justement dans les années 2000 il y a eu cette recrudescence, enfin il y a eu cette arrivée du black metal un petit peu maintenant qu'on dirait à la Deathspell Omega, parce que ils ont quand même inventé un mode d'expression au niveau du black metal, et Drastius en faisait partie. Et moi je m'intéressais un petit peu à toute cette frange-là. Il y a un côté Deathspell Omega, mais pas que. Il y a un côté, alors pour ceux qui connaissent, il y a un côté Runes of Beverast, qui est un groupe allemand, qui a un côté aussi très religieux dans son approche. Il y a du chant clair, par exemple. D'accord, ouais. Mais c'est du chant clair qui se rapproche plus d'une espèce d'incantation religieuse, voire presque chamanique. Alors juste pour expliquer, le chant clair, ça peut paraître logique pour toi, mais oui. en fait c'est du chanté, quoi. C'est du chanté, c'est pas du chant guttural, c'est pas un chant hurlé, ou c'est pas un chant guttural, c'est un chant clair sans saturation de la voix, on va dire. Et là il y a un côté très incantatoire. Voilà, c'est vraiment ça. Donc je conseille à tout le monde d'écouter Drastius si vous êtes intéressé dans la musique un peu sombre, un peu malaisante, et un peu prédatrice par certains aspects. Malaisante et prédatrice. Fait par un fantôme. On verra si c'est l'album de l'année, mais en tout cas il se positionne plutôt bien. C'est une très très bonne sortie. En tout cas dans le metal extrême et dans le black metal plus particulièrement, c'est une très très bonne sortie du début d'année, clairement. Pour quelqu'un qui aime bien ce style-là, faut aller l'écouter. Faut aller l'écouter et pour se faire son avis, c'est en écoute gratuite sur leur Bandcamp, donc on peut se faire un avis sans avoir à dépenser un seul centime. Mais si vous aimez bien, il faut pas hésiter à aller acheter le vinyle. Si on arrive à le trouver. Non, c'est facile. Ça se trouve. Cool. Tu m'as bien branché. Voilà. Chouette. Trop beau. Moi, j'ai rien à montrer. Voilà. C'est un truc trop beau. On peut montrer l'intérieur. C'est vrai que le bleu est magnifique. Quand même. Bleu magnifique. Trop beau. Et le vinyle, je sais pas si. Non, il n'est pas bleu le vinyle. Ah, déçu. Ça aurait été cool. Black metal. De façon bleu. Ah si, il est beau. Il y a du bleu au milieu. Bon, je parle un petit peu. À toi Lola. À toi Lola. Donc Lola. Alors moi, j'avais envie de vous parler de Ghost Story, mais je sais pas si quelqu'un l'a vu dans les. Non, du coup, je l'ai pas encore vu. Il avait été recommandé. Dans le top des films. Superflu 2018. Exactement. J'en ai vu plein. Et pas celui-là. C'est dommage parce que c'était vraiment pour moi top 3 film 2018 qui est arrivé genre vraiment tout fin décembre, qui est arrivé enfin moi je l'ai vu la veille de Noël. D'accord. Et donc du coup c'est David Lowery qui a fait ça et qui a rien fait d'autre ou des trucs pas connus. Et alors ce film là, alors moi au début je croyais que c'était, donc ça a une affiche avec je sais pas si vous vous souvenez de cette affiche là, un drap sur la tête. C'est un peu le cliché du fantôme quoi. C'est ça. Et sur le moment tu te dis est-ce que c'est une comédie, tu sais voilà le fantôme avec un drap sur la tête, ça fait l'air très un peu parodique, oui. C'est ça, Scary Movie quoi, voilà. Et alors ou pas peut-être du juste tout. un fantôme. Après, quand tu vois la bande-annonce, tu vois que le thème, la thématique est quand même plus sombre, plus sur la nostalgie. C'est ça. Bon, moi, ce qui était chouette, c'est que je savais pas ce que j'allais voir, j'y suis allée un peu comme ça, et alors, j'ai été immensément émue, parce que du coup, c'est l'histoire d'un fantôme. En fait, c'est ça. C'est pas l'histoire des gens qui vivent le fantôme, c'est l'histoire du fantôme qui vit les gens. Ouais. D'accord. Et ça commence avec... C'est les 5 premières minutes, quoi. Il y a ce personnage qui est en couple, il sort, ils viennent d'acheter une maison, et il sort acheter, je sais plus quoi, un truc important. Et juste devant chez lui, il a un accident de voiture, il meurt. Et en fait, tu le vois... Ouais, c'est ça. Donc, tout de suite, il le... Non, mais c'est hyper fort comme image, c'est hyper fort. Tu le vois se regarder, être emporté. D'accord. Et donc il arrive à la morgue, sa copine le reconnaît, elle s'en va, il y a un temps d'attente vraiment qui est assez long, et puis d'un coup, donc elle repose le drap sur lui, et d'un coup,
il se relève. Et là, pareil, tu vois, c'est un peu étonnant parce que justement, si on monte un peu là, c'est un poil rigolo. Tu vois, ce truc, il se relève, zombie, fantôme, etc. Il se relève, donc on voit plus ses yeux derrière, c'est que du noir, quoi. Mais il y a vraiment les trous pour les yeux. Et il rentre chez lui. Mais chez lui, personne ne le voit. Il est finalement témoin de ce qui se passe. Exactement. Et il va être témoin de la vie de sa copine. Et ça, c'est toute la première partie. D'accord. C'est sa copine qui survit au drame de sa vie et de sa mort, c'est ça. T'as des plans merveilleux où elle... alors à un moment, je sais plus exactement ce qu'elle mange, une gaufre ou je sais pas quoi. Et c'est le cadrage, c'est la lumière, c'est le rythme. Mais tu vois, il la regarde faire et elle est triste et tu vois, il est même pas intrusif. Il y a pas une notion de... c'est pas du tout pervers comme regard. C'est vraiment un regard passif mais triste de pas pouvoir agir. Et t'as 2-3 plans comme ça sur elle où pareil elle est recroquevillée, elle pleure. Et donc ça c'est toute la première partie où du coup il voit le deuil, puis il voit sa copine aussi renaître, avoir un nouveau copain, et donc du coup il est là. Et lui il bouge pas, hein, donc il est comme ça, on l'imagine à ne pas bouger, on l'imagine... Et en fait on le voit pas pleurer, c'est un drap. C'est un fantôme quoi. C'est ça. C'est pas impersonnel finalement. On le voit que première personne ou en fait on le voit pas à travers ses yeux ou on le voit les deux. aussi. Les deux. Ouais, donc on voit ce fantôme pas bouger et des fois on voit son regard. Et c'est comme ça qu'est véhiculée l'émotion. D'accord. Et du coup, elle a un nouveau copain et un jour elle déménage. Et lui il va rester là. Il va hanter la maison. En fait il va juste regarder la maison. D'accord. Et c'est hyper fort. Je peux pas vous dire à quel point c'est un film de fantôme. Et en même temps, c'est vraiment un film du point de vue du fantôme. Qu'est-ce que je fous là ? Et... Mais il y a une... Comment dire ? Est-ce qu'à un moment donné, sans révéler quoi que ce soit, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a une raison pour laquelle il est encore là ? Voilà, donc voilà. Parce que c'est tout un truc, tu te dis toujours, les fantômes, tu sais, dans le folklore, on dit, le fantôme il reste, parce qu'à un moment donné, il a pas, voilà, il y a un reste inachevé. Casper, dans Casper, il y a l'inachevé. Donc il y a quand même il y a ce truc là, une raison qui fait quand même, on a réussi à citer Casper. Il y a quand même une raison, on t'explique quand même pourquoi le personnage revient et pourquoi il est présent dans cette maison. D'accord. Okay. Et c'est vraiment ressenti. Alors moi j'ai jamais vu ça, moi je suis limite au cinéma, j'y vais 1 à 2, 3 fois par semaine. J'étais dans une toute petite salle au Gaumont à Toulouse et elle était pleine. Et le film s'est arrêté, la lumière s'est rallumée et personne n'a bougé. On était tous... Et tout le monde avait un drap sur la tête. Non, mais tu viens de gâcher mon moment émotion. Non, on était tous très... Les gens étaient sur le cul. Très émus, Très émus et c'est fou parce que c'est vraiment très bien fait ce film. Je vous le conseille énormément et c'est vraiment pas un film larmoyant, on n'est vraiment pas sur du sentimental, je pense que c'est pas accessible à plein de gens parce qu'en fait... spoiler info, il se passe rien. Ouais, c'est très contemplatif. Ça avait l'air d'être très sobre, même dans la bande-annonce. Mais moi, ça m'a pris... Alors moi, j'aime le contemplatif, mais là, je trouve que c'est pas que ça. Mais faut pas s'attendre à de l'action, quoi. Et il y a aussi des petits gestes de comment on dit... tu l'as dit tout à l'heure, oui, esprit frappeur un petit peu. Il y a un poil de ça aussi. Une interaction finalement avec le monde, entre guillemets réel. Voilà. Comme Ghost. Voilà, après Casper. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et là, c'est bon, on a placé les tout deux. Parce que moi, de souvenir que la bande-annonce, on a vraiment l'impression en fait d'être à la place du fantôme, c'est-à-dire d'être spectateur en fait du monde entre guillemets réel, mais séparé par une espèce de voile finalement. Donc, comme si ce qu'on voyait, c'était presque d'un monde presque révolu finalement, puisqu'on est du côté du fantôme. Donc c'est quelque chose qui est derrière lui finalement. Exactement. D'accord. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai vu la bande-annonce, c'était un truc qui était sur ma liste et j'étais vraiment saoulé de l'avoir loupé. Du coup, il n'y a pas vraiment du tout d'aspect épouvante en fait, on est vraiment plus au film émotion en fait. Il y a un tout petit moment de peur, mais on est... Ouais, mais alors c'est un drame, mais on n'est pas sur... Enfin, tu vois, c'est quelque chose que je conseillerais à des gens qui s'intéressent aux fantômes, pas à des gens qui aiment voir des drames. D'accord. Oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ?
Parce qu'il y a vraiment un côté fantastique ou oui, un petit peu. Oui, non, mais marqué ou c'est juste là parce que c'est un fantôme et que c'est surnaturel. Non, moi je trouve qu'il y a un côté fantastique, ouais. D'accord. Ouais. Je trouve que le mec, il pourrait faire du fantastique, et rien que de cette mise en place, sa scène d'exposition, qui est très claire. Moi je trouve que j'ai rigolé le moment où il s'est levé. Vraiment, je trouve que j'ai ri. Il y a un côté un peu incongru, quoi. Ouais. Voilà, donc un mélange de tout ça, donc je vous conseille Ghost. Ok, de toute façon c'était sur ma liste. Voilà. Mais clairement. Alors d'ici la prochaine vidéo, faudra les regarder. Quand j'avais vu faudra faire un débrief. Ouais, c'est ça. Quand j'avais vu le top, c'est vrai que dans je sais pas, il y avait une dizaine de films comme ça. C'est vrai que celui-là, il retenait pas mal l'attention. Parmi d'autres, ça avait l'air sympa. Cool. On va passer au vrac, comme d'habitude, où on parle assez rapidement de petits œufs, pareil, qui nous ont plu dans ce thème-là, qui est les fantômes. Ou pas. Je vous sens venir. Ok, donc moi, moi je parle de fantômes. Ok, c'est parti. Moi aussi je suis resté sur fantômes, alors en trichant un peu parce que ça s'appelle Perkeros, les notes fantômes. Ok. On peut s'appeler les notes diaboliques, les notes autre chose, mais bon, il y a fantôme dans le titre. C'est trop facile. Par J.P. Aonen et K.P. Alare, c'est deux auteurs finlandais. Oh. Voilà. Aonen d'ailleurs continue à en faire, il fait pas mal de trucs sur le black metal, en fait sur le métal. Ah ouais. D'ailleurs c'est une bande dessinée sur le métal. Okay. En métal finlandais c'est plus populaire on va dire. Mais trop content. Non mais c'est rigolo parce que moi je suis pas féru de BD. Je savais même pas qu'il y avait des gens qui faisaient de la BD liée au métal. Mais moi je les cherche justement, il y en a un peu. Il faut fouiller, mais il y en a. Du coup c'est la vie, le destin d'un groupe de métal assez diversifié parce que donc il y a le chanteur un peu qui est à fond dans sa musique, qui justement veut toujours s'améliorer. Un vieux sage qui les accompagne, une jeune fille qui est je crois que c'est la bassiste ou une guitariste, et un ours qui est le batteur de ce groupe. Et en fait son désir c'est de toujours trouver la meilleure musique, et notamment il va aller dans les arcanes jusqu'à trouver en fait une musique qui viendrait du fond des âges où on pourrait invoquer, soit apporter le bonheur, soit le malheur, et invoquer le démon ou la bête. Là, une menace. Du coup, il y a cette menace qui va arriver, c'était pour en parler un peu vite fait, parce que je trouve ça chouette. Il a un trait en plus assez doux pour quelque chose qui se veut un peu... En fait, c'est pas violent, on est quand même dans un registre assez... Ça marche aussi pour les jeunesses ou non quand même? Ado, c'est très bien, parce qu'on est quand même de certaines thématiques. Oui, mais c'est ce que je dis quand je l'ai feuilleté. C'est normal. Non, ça reste. En fait, finalement, le côté assez diabolique et horrifique, il intervient vraiment à la fin de l'album, en fait. Au dernier tiers. Mais le fil rouge, du coup, c'est vraiment cette recherche de son ou de Exactement. D'accord, ok. Et ses relations avec les membres de son groupe, voilà. Ok. Mais surtout lui, le centre, en fait. C'est lui qui... Et du coup, il y a un côté fantastique. Ah, totalement, oui. En dehors de l'ours qui fait de la batterie, là. C'est ça. Oh, c'est un ours. Oui, on est d'accord. C'est le truc qui est jamais expliqué. Il y a un ours qui tape des trucs, quoi. Voilà, mais du coup, t'as un vrai côté fantastique avec cette histoire de bête. C'est ça, voilà. Parce que les arcanes, c'est quoi? C'est genre de la magie? Mais justement, c'est le vieux sage qui lui explique que s'il va trop s'aventurer trop profondément dans sa recherche de la musique, il va révéler des choses que des moines antiques ont découvert. D'accord. Les légendes du il y a un côté fantastique avec le christianisme, et hop, ça a développé des trucs assez c'est cool. C'est très fun, et puis son boulot est très chouette. Ok. Je n'ai parlé un peu. Et c'est un one shot du coup? C'est un one shot. Ok. Après, ce qui peut t'intéresser plus, c'est qu'il a sorti une BD qui s'appelle Belzebub, et c'est des chroniques. Ça, d'accord, c'est le même mec qui fait. Ouais. Belzebub, je les vois passer de temps en temps là sur mon feed Facebook. Et j'avais vu ça, et donc mais c'est vrai que quand je l'ai feuilleté, la patte graphique rappelle un peu quand même Belzebub. Oui, il a un côté plus comique là, on est plus. Oui. Puis c'est coloré, Belzebub, c'est comme noir et blanc, je crois, il n'y a pas de. C'est black metal. Ouais, c'est ça. Bon, cool, ça a l'air trop bien. Ne casse pas la BD, s'il te plaît. Alors après, je voulais parler un peu de films, alors tellement de films que finalement j'ai fait une sélection. Ok. Et j'en parlais vite fait, c'est juste The Legend de Manolo, The Book of Life.
parce que vous avez pas entendu parler, c'est un film d'animation, alors c'est sur les... La légende de Manolo. De Manolo, ouais. Ça c'est le titre français, hein. The Book of Life, c'est quand même un peu plus classe que le titre original. C'est les gens de Manolo. Vous avez entendu parler de Coco peut-être de Pixar. Voilà, de Pixar. Ouais, j'ai beaucoup pleuré. Voilà, sur tout ce qui est... Vous avez pleuré? Moi, la fête des morts. Mais en fait, la légende de Manolo, c'est arrivé quoi, 5-10 ans avant? Okay. Peut-être une dizaine d'années avant. C'est la même thématique c'est totalement la même thématique, et même, moi je me suis rendu compte en regardant Coco qu'il y a plein de choses qui ont été piquées dedans. C'est pas du tout par contre le même design, on est un peu sur l'aspect jouet de bois animé en fait sur The Book of Life. Après je le conseille parce que moi je le trouve tellement supérieur justement à Coco, qui est très beau graphiquement mais qui a une histoire. Ça parle de la famille. Ouais, de manière assez... Ça enfonce des portes ouvertes. Voilà. Et là, il y a cool, les portes ouvertes. Dans The Book of Life, il y a un combat entre deux dieux, enfin une sorte de dieu de la mort et... Enfin deux dieux, non, une déesse de la mort et un autre dieu de la mort. Un qui est plutôt... voilà, elle qui est orientée cycle de la vie et l'autre qui est vraiment plus orientée enfer, je veux dire. Mais c'est un peu ça. Et c'est extrêmement bien traité en fait. D'accord. Il y a le côté toujours musical qui est présent, un héros qui est un peu anti-héros aussi, parce qu'il est très maladroit on va dire. D'accord. Mais c'est qui fait ça? C'est un mec indépendant ou c'est un studio? Non, c'est un petit studio. Enfin c'est un petit studio, non c'est pas un petit studio en plus. J'ai complètement oublié parce que je l'ai un peu... Non, mais on ira faire nos recherches. Et c'est super chouette, voilà. Ok, j'irai voir à fond, ça me donne vachement envie. Voilà, c'était mon petit... Ça marche. Un petit plus. Guillaume? Alors moi je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir avec les fantômes. Les fantômes du passé. Il y a quand même vivant dans le titre, donc tu vois... Donc c'est le contraire. Les fantômes du passé. Voilà, c'est ça. Alors moi je vais parler d'un documentaire qui s'appelle On est vivant, qui a été réalisé par... Toujours sous blister. Il parle de ce qu'il veut le mec. Rien à foutre. Il a pas vu. Donc qui a été réalisé par Carmen Castillo, qui est une nana qui dans les années 60-70 a bossé dans le gouvernement de Salvador Allende et qui du coup au moment de l'avènement de Pinochet a eu quelques soucis. Forcément. Et qui s'est retrouvée en fait réfugiée politique en Angleterre d'abord puis en France et puis qui a continué en fait un petit peu tout ce qui est combat politique pour la liberté des peuples et compagnie quoi. Et ce documentaire en fait c'est elle maintenant dans les années 2010 en fait qui essaie de voir comment ont évolué les combats pour la liberté dans le monde quoi, à une époque un peu où l'avènement du néolibéralisme a un peu pourri toute la société. Voilà. Et du coup c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que tu as le point de vue d'une nana en fait qui a mené des combats dans les années 70-80 qui finalement ont d'une certaine façon échoué puisque le capitalisme a gagné. Spoiler. Tu me spoil la fin. Exactement. Et qui du coup en fait il y a quelque chose de très je trouve mélancolique dans le documentaire parce que elle essaie de nous montrer que bon ok ce qu'on a fait ça n'a pas complètement abouti mais en même temps en fait rien que le fait d'avoir une vie d'engagement rien que ça donne un sens à ta vie et en même temps rien que ça a un sens. Et même si au final ce que tu fais ça n'a pas l'effet que tu pensais que ça devrait avoir, et bah rien que le fait d'essayer de le faire en fait finalement ça vaut le coup et elle va essayer d'interviewer tout un tas de combattants de liberté d'aujourd'hui, que ça peut être par exemple des gens qui s'occupent des sans-abri à Paris, c'est les sans-terre brésiliens, les combattants de l'eau au Pérou je crois, et du coup en fait elle essaie en faisant la lumière un peu sur ses propres combats de l'époque et puis comment ils ont évolué maintenant, de montrer que l'engagement ça vaut toujours le coup et que donner un sens à sa vie c'est toujours bien. Et voilà, et c'est trop cool, il n'y a pas de fantôme dedans mais c'est bien. Il avait un message à faire passer. Et il a profité de nos milliards de vues sur YouTube. C'est ça. Et tu as bien raison. Satané gauchiste. Il utilise Superflu comme une tribune politique, le mec. C'est un truc. Robespierre. Bon, est-ce que tu veux nous parler de fantômes, Samuel? Il y a un squelette sur la pochette. Tout le monde s'en fiche de ce... Et moi je suis dedans, heureusement que t'es là aussi. Alors, non mais bon. Bon, trop beau par contre. Voilà, encore une fois, une belle pochette, une deuxième belle pochette. Magnifique ce squelette. Voilà, donc en vrac, je vous parle de Funéral Présence. Alors il y a Funéral. Funéral, c'est quand même... on est proche des cimetières. Non, c'est vrai. On est proche des fantômes. En fait, t'es totalement dans le thème comparé. Et il y a peut-être un côté un peu fantôme du passé. Parce que Funéral Présence... C'est quoi? C'est un bonhomme tout seul aux États-Unis qui fait de la musique.
et qui s'est dit un jour j'en ai ras le cul parce que moi la musique que j'aime, il n'y a personne qui l'a fait. Donc je vais la faire moi-même. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il se replonge dans les vieilles, comment on dit, c'est dans les vieilles soupières qu'on fait les meilleures soupes. Il se replonge dans les vieux albums de black metal, mais pas que. Donc dans les vieux albums de Darkthrone, dans les vieux albums de Mayhem, dans les vieux albums de Celtic Frost, mais aussi dans les vieux albums de Heavy, un peu agressif. Pas le Heavy à l'Iron Maiden, un Heavy un petit peu plus lourd, un petit peu plus agressif, un petit peu plus rentre-dedans, on va dire. Et il mixe tout ça dans une espèce d'ambiance un petit peu médiévale. Ah ouais. Avec des côtés, je suis dans un cimetière à l'époque du Moyen-Âge. Okay. Il y a un côté un petit peu morbide. Dans tout ça, d'ailleurs, la pochette, bon. Il y a un côté un peu zoom sur un tableau de Jérôme Bosch. On représente ça. Alors, je ne sais pas d'où est tirée la pochette, mais c'est pas c'est trop beau. impossible. Ouais, c'est vraiment classe, quoi. Voilà. C'est génial. Alors, voilà, c'est mon avis personnel, mais je trouve cet album absolument génial. Il y a 4 titres qui sont quand même assez longs. Il faut se les farcir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un titre en dessous de 10 minutes. Okay. Voilà. Donc c'est quand même... L'album est pas long en soi, puisque 4 titres de 10 minutes, ça fait 40 minutes. Il y a 2 pistes par face de CD. Voilà, il y a 2 pistes par face du vinyle, donc c'est quand même assez... Voilà, il faut s'engager dedans. Mais il y a une intelligence au niveau des riffs, de la composition. Il y a une intelligence en termes d'arrangement qui est absolument géniale. Au niveau des percussions, au niveau des cymbales, il y a des espèces de... Ça en est presque, comment dire, arrogant, tellement il se permet de faire des trucs qui pourraient être ridicules si d'autres le faisaient. Mais lui arrive à agencer un petit peu tous ces éléments-là et à faire ressortir de cette musique-là une ambiance mais absolument géniale. Okay. Il y a quelque chose de funéraire du coup comme dans le titre ou pas l'album s'appelle Akatius. Alors Akatius, c'est si je dis pas de bêtises, c'est un... C'est du latin. Alors c'est un personnage historique. D'accord. Je crois de mémoire. C'est un personnage historique romain. Je sais plus s'il était dans l'armée ou quelque chose comme ça, et qui a été martyrisé. Je ne sais plus pour quelle raison. Et en fait, chaque morceau va s'attacher un petit peu à l'histoire de ce personnage-là, mais c'est une histoire qui est fantasmée, qui est très morbide, voilà. Et qui est juste décrite de façon musicale ou il y a des paroles Ah non, il y a des paroles, il y a des paroles bien sûr, mais ça tourne autour de cette thématique-là, de ce personnage-là et un petit peu de son martyr, en gros. Donc il y a en effet un côté morbide, un côté funéraire, mais même dans la musique ça se ressent, parce que il y a ce côté un petit peu en effet très pesant sur certains passages, et en même temps il y a des moments ultra épiques, mais qui restent agressifs. On tombe jamais dans le côté naïf ou mièvre un petit peu de certains groupes heavy épiques entre guillemets. Là on reste dans un épique très agressif, quelque chose d'épique mais qui reste quand même assez violent. C'est génial, vraiment. Pour moi c'est l'album de ce début d'année. Ça sera en plus de l'autre, voilà. C'est les 2 albums du début de l'année, on va dire. On reste dans le black metal encore. Ça reste du black metal, mais c'est moins celui qu'on a vu précédemment, Drasus, c'est vraiment purement black metal. Là, il y a quand même il y a du black, mais il y a du heavy, il y a un peu de thrash, il y a un mélange d'un peu tout. Mais c'est génial, vraiment. Écoutez Funeral Présent. Ouais, ça a l'air trop bien. C'est top. C'est top, c'est possédé. Cet homme est possédé. T'es balèze. Cet homme est possédé. Voilà. Cool. Mais ça aussi c'est possédé. Bon, je vais clôturer ce braque avec 2 bouquins. J'espère que mon bouquin il est complètement défoncé, je l'ai lu plein de fois, c'est mon roman préféré. C'est d'Haruki Murakami. C'est vrai que t'en parles rivage. Mais Lola, est-ce que ça parle de fantômes alors? Oui. Bon, Murakami, il est assez connu, surtout, en fait, je crois qu'il s'est fait connaître avec un Kyo 84, surtout. Ouais. Où il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, alors c'est assez chouette, mais la fin est assez décevante. Alors que ça,
Ça, c'est un petit bijou. Et je l'ai lu 5 fois, je crois, ou 6 fois. C'est pour ça qu'il est tout abîmé. Et donc, du coup, de quoi ça parle? Alors, Murakami, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir magique? Parce qu'il a un pouvoir magique. En fait, il fait de la tranche de vie. Il te fait de la tranche de vie, il décrit l'histoire de quelqu'un, assez banal, et il te la décrit, et paf, à un moment t'as basculé, t'es plus dans le même monde. Et donc c'est fantastique, mais tu t'en es pas rendu compte. Et moi je trouve ça... Ouais. J'avais lu un bouquin où il parle d'un mec qui cherche un mouton, je sais plus comment il s'appelle. La course au mouton sauvage. La course au mouton sauvage, qui est un peu comme ça aussi. Où, effectivement, je le trouve très très bon sur la description de la vie des gens. C'est ça. Et tout d'un coup, il y a ce côté-là où à un moment. T'es là, j'avais pas compris. Oui, un peu à la Chihiro, tu sais, elle passe le tunnel et tu t'es pas rendu compte. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Et donc, du coup, de quoi ça parle? Alors en fait, ça parle de Kafka. C'est un petit garçon, c'est un ado. Et il va s'enfuir de chez lui. Je sais plus trop pourquoi. Il s'enfuit de chez lui et il va lui arriver tout un tas d'aventures. Il va faire du stop avec un camionneur, il va rencontrer quelqu'un dans une bibliothèque qui va l'amener à d'autres choses. Il va rencontrer un fantôme. À un moment dans une montagne, et le fantôme, pareil, tu te rends pas tout de suite compte que c'est un fantôme, c'est ça qui est vraiment chouette. T'es dans une cabane, il rencontre des gens, il discute avec eux, et à un moment il se rend compte que c'est des images du passé. Tout ça c'est jumelé, donc c'est vraiment l'histoire d'un ado qui se cherche dans tout un tas de choses en fait. Il se cherche à la bibliothèque, il se cherche dans la fuite, il cherche à fuir également. Mais en même temps il sait qu'il y a un point de non-retour et il y a également une autre histoire à côté avec un autre fantôme, c'est Johnny Walker, qui fait du whisky, c'est ça? D'accord, ouais. Et Johnny Walker, c'est une sorte de personnage un peu fantomatique, et lui il décapite des chats. Et voilà. C'est la fin du livre. et voilà, et moi en fait et tout ça c'est doux, ça n'a rien de trash, contrairement à Ryu Murakami qui est un auteur merveilleux qui parle de choses beaucoup plus violentes, j'en parlerai sûrement un jour. Murakami c'est très poétique son écriture, et sa traductrice est très très bonne, donc moi je conseille immensément ce bouquin qui est beau, qui est poétique, qui est une vraie aventure, et moi qui me transporte à chaque lecture quoi. Oui, c'est vrai que ça m'avait beaucoup plu, le Course au mouton sauvage. Ouais, ça te plaira encore plus. Okay. Est-ce qu'il y a, question con, mais est-ce qu'il y a de près ou de loin un rapport avec Kafka? Non. Sauf le rapport à la littérature peut-être, parce qu'il y a vraiment une grosse présence du livre avec la bibliothèque, il y a une grosse partie sur la bibliothèque, on sent l'amour de la lecture, et en fait, Parce que Kafka c'est pas un nom japonais. Oui, non. Mais ça joue pas sur justement un côté un peu absurde du récit en fait, où on se retrouve dans un... Il n'y a pas vraiment d'absurdité. Moi je parlerai pas d'absurdité, c'est plus du fantastique, vraiment. Non, en fait, il y a toujours un amour de la musique, un amour de la littérature, il y a toujours ce côté-là. Il parle de cinéma aussi en fait, c'est quelqu'un de très cultivé et sur la culture mondiale en fait. Donc du coup, tu vas y retrouver des choses que toi tu connais, alors que Murakami, les japonais, ils parlent pas français, etc. Et je vais juste parler très rapidement du Verger de marbre que je viens de finir. Pareil pour parler de fantômes, alors je parle de fantômes un peu étranges. Là on est à la campagne, il y a un homme qui fait passer des gens sur une sorte de ferry, tu vois, il a une barque, il fait passer. Et il fait ça à la place de son père qui a trop bu ce soir-là. Et il y a un mec, il y a un mec un peu étrange qui va lui le provoquer. Il dit, mais c'est quoi ton nom? Ah ouais, tu ressembles pas à ces gens-là, mais tu connais cette famille-là? Ah ben non, je les connais pas, non. Mais tu le ressembles pas. Il provoque, il va essayer de l'atteindre physiquement, et lui il le tue. Et donc le fils là, qui se retrouvait là par hasard à remplacer son père, il se retrouve à avoir tué quelqu'un. Il va aller voir son père pour lui dire, et son père il lui dit fuis. Et du coup il se retrouve à fuir. Et pareil, il va un peu retrouver ses fantômes. Il va fuir, on va se rendre compte que c'est une campagne... c'est une campagne où il n'y a rien, et du coup la loi se fait entre nous, quoi. Donc du coup il va y avoir une sorte de course-poursuite, on comprend les tenants et aboutissants petit à petit. L'écriture est très très belle. Et pareil, alors moi j'adore ce genre de fantôme, il y a un conducteur de camion
qui va prendre des personnages d'un moment à un autre, il va les emporter, et il emporte le personnage principal aussi à un moment. Et parfois, tu te rends compte que il est plus là. Oui. D'accord. Et voilà. Et la première fois, tu te dis... hein, tu vois, genre... ah bon? Et puis c'est un fantôme. Puis en fait, tu laisses venir le truc et ça rend pareil la chose très poétique. C'est un style vraiment très très beau. J'ai dévoré le bouquin, j'ai vraiment adoré. C'est qui l'auteur du coup? Alex Taylor, que je connaissais pas du tout. D'accord, ok. Et donc voilà. Voilà pour mes petites lectures et du coup c'était chouette. Voilà pour l'émission. Voilà pour l'émission. Guillaume était très dissipé. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, malgré la dissipation... J'ai pas trop parlé, je suis quasiment le plus rapide. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fantômes là-dedans. Pas trop. Donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, la partager et à proposer des thèmes, pourquoi pas. Nous en tout cas, on a trouvé ça marrant de vous parler de fantômes de manière un petit peu détournée. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Carrément. Salut. Merci, salut.